Et le pouvoir de Bujumbura éteint de plus en plus les flammes de l'espoir de voir un dialogue résoudre pacifiquement le conflit burundais. Et ça fait craindre effectivement que cette impuissance de la communauté internationale, qui ne fait qu'assister au malheur des Burundais, ne s'achève de la façon qu'on avait essayé d'éviter. Les Burundais avaient été extrêmement patients en attendant que la communauté internationale puisse s'occuper de leur cas pour le résoudre pacifiquement. Mais décidément, le pouvoir est déterminé à continuer à user de la force au lieu d'accepter la raison et le règne de la loi. Donc, comme société civile, nous sommes extrêmement inquiets. Nous doutons de la poursuite d'un dialogue dont les bases sont fortement ébranlées. Lorsque l'accord d'Arusha, qui était la base dans les résolutions des Nations Unies, rappelait l'urgence et l'importance de son respect, lorsque les garanties qui se trouvaient dans ce contrat social sont élarguées l'une après l'autre, ceci risque de nous conduire vers une situation d'avant Arusha, alors que tout le monde souhaitait de l'éviter à tout prix. Donc, Kafando, avec sa mission, après l'échec de la protection des Burundais par l'Union africaine, après l'échec même du déploiement des policiers qui pourraient observer, donner rapport, je ne vois pas en quoi il pourrait faire la différence parce que le pouvoir a choisi la politique du chantage. Et chaque diplomate qui essaie de dire la vérité, c'est persona non grata, remplacer celui-ci. Donc, c'est comme si Bujumbura voulait dicter la loi à tout le monde. Et si Kafando s'y oppose, il subira le sort de ses précédents parce que le pouvoir burundais ne veut pas de dialogue, ne veut pas de paix au Burundi, ne veut pas de démocratie. Tout simplement, il veut s'imposer. Le CNDD veut que la victoire militaire qu'il n'a pas pu obtenir, il puisse maintenant l'imposer par la terreur. La vision qu'ils avaient, si jamais ils en avaient une, ils veulent maintenant la mettre en place contre vents et marées. Et celui qui s'y opposera subira le sort que les Burundais qui ont osé dénoncer le troisième mandat sont en train de subir par l'exil des exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées qui continuent à s'opérer au grand jour. Donc le cas du Burundi prouve à suffisance que la communauté internationale des Nations Unies mérite d'être réformée s'il ne veut pas subir le sort de la SDN. Donc avec une guerre froide interposée, le pouvoir de Bujumbura distribue des richesses minières qui devraient développer le pays pour les donner comme un butin de guerre à des puissances qui le soutiennent. Je ne sais pas si les Burundais l'accepteront, mais on aimerait bien que cette situation soit évitée à notre pays. Mais j'ai peur que les Nations Unies restent amorphes, moribondes, dans une sorte d'omutisme qui fait souffrir un peuple vraiment meurtri. Alors, concernant justement cette faiblesse de la communauté internationale incarnée par les Nations Unies, il y a le pouvoir de Bujumbura qui dénigre carrément, que ce soit les conseils de l'Union africaine, la communauté est-africaine d'ailleurs, l'Union européenne, les Nations Unies. Finalement, le Bujumbura est plus fort que la communauté internationale. Ou bien peut-être Bujumbura profite justement de cette faiblesse des Nations Unies. Je pense que Bujumbura profite, hein, parce que dire aussi que la communauté internationale est faible, je ne le crois pas. C'est seulement ce problème de guerre froide que vient de dire Maître Dieudonné,
au fait, il y a des conflits de puissance entre les États qui font, que ce soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit quoi. Et ce conflit d'État à État font que les choses ne marchent pas et les choses n'avancent pas comme ils devraient être. Donc, à dire que Bujumbura est plus fort que la communauté internationale, non. Mais quand même, ça montre ce que ça montre. Parce que si aujourd'hui, Bujumbura peut refuser au commissaire des Nations Unies de venir travailler au Burundi et les chasser, et que ces mêmes Nations Unies s'arrangent à trouver comment ils vont recueillir des informations en dehors du pays, moi je me dis qu'il montre aussi une faiblesse. Ça a un mauvais antécédent, il crée un mauvais antécédent et d'autres États qui veulent marcher sur les droits de l'homme peuvent en profiter plus tard. Parce que si Bujumbura disent non, vous ne venez pas ici, et que vous vous arrangez pour trouver comment travailler, et ne pas inquiéter Bujumbura, les laisser libres comme ça, je pense que c'est un mauvais antécédent. Donc, je me dis que si les voies de résolution pacifique de conflits échouent au Burundi, il y aura un problème. Il y aura la voie de résolution non pacifique. Et c'est la guerre. Et la communauté internationale et la sous-région ne vont pas dire « Ah, qu'est-ce qui se passe au Burundi ?» Ils ont assisté à tout ça du début à la fin. On va dire qu'ils ont cautionné tout ça. Moi, je me dis qu'il est temps qu'ils se réveillent, sinon il y aura le feu au Burundi et qui viendra éteindre le feu, je ne sais pas. Alors, il y a cet entêtement de Bujumbura qui fait craindre le pire parce que ça encourage surtout la cristallisation des positions des uns et des autres. Alors, Alexandre, à la radio Inzamba, quand vous traitez les informations, est-ce qu'il vous arrive de vous dire, d'être en doute, de vous dire que les efforts que vous êtes en train de faire pour participer, pour la contribution au retour à la paix au Burundi, ces efforts sont vains, ou bien peut-être que, comment dire, vous n'en faites pas assez, ou bien vous prêchez dans le désert? Non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il y a le mal, le blocage, qu'on ne va pas continuer à faire le bien. Je pense que, certes, on voit très bien qu'il y a cette cristallisation, comme tu le disais, mais cela n'empêche pas que ceux qui prônent la paix, ceux qui œuvrent pour la recherche de la paix, ne se lassent pas. Certes, je pense que cette situation, et surtout cet échec de la communauté internationale, ça laisse, comme le disait bien Anne, ça laisse libre cours à des voies, à la recherche d'autres solutions, autres que pacifiques. Et là, c'est légitimer, finalement, des mouvements de rébellion qui peuvent naître ou qui sont déjà nés. Et là, je pense que nous, de notre côté, comme journalistes, comme médias, on va continuer à suivre, on va continuer à informer le public, on va continuer à rendre ce service pour donner des informations sur ce qui se passe, aussi bien dans la recherche de la paix que, malheureusement, par des voies non pacifiques. C'est aussi couvrir, si jamais il y en a, ces mouvements de rébellion, si jamais ils étaient là. Et je pense que c'est effectivement une légitimation de cette voie-là que beaucoup de gens, beaucoup de pacifistes n'aimeraient pas. Mais finalement, je ne pense pas qu'il y a 1000 solutions aujourd'hui quand on voit effectivement cet entêtement de Bujumbura à refuser et à fermer toutes les portes, mais plutôt à continuer à piller le pays pour continuer à se raffermir dans cette situation, finalement, pour dire, voilà, nous sommes les maîtres, nous continuons malgré tout, et continuer comment dire, à faire souffrir le peuple burundais par tous les crimes que nous connaissons, que nous faisons en monitoring chaque jour. Il n'y a aucun jour qui se passe sans qu'il y ait des gens qui sont enlevés, qui sont torturés, qui sont tués et qui sont jetés dans des rivières.
Dernier sujet. Le 2 novembre, le monde célèbre la journée de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. 2 dates restent dans la mémoire de nombreux Burundais. Le 13 octobre 2015, jour de l'assassinat du journaliste de la radio-télévision nationale du Burundi, Christophe Ngizabahizi, et toute sa famille. Et le 22 juillet 2016, jour de l'enlèvement du journaliste du groupe de presse Iwachu, Jean Abigilimana, un enlèvement qui a été effectué par des agents des renseignements. Maître Bachira Ishizé, mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes au pays de Nkurunziza. Est-ce que ce n'est pas rêver debout? Vous avez oublié une date importante, la date du 14 mai, lorsqu'on a brûlé et attaqué à coups de roquettes les radios indépendantes et les télévisions. Je pense que s'il y avait s'il y avait des journalistes dedans, ils n'auraient pas survécu. Donc, les journalistes constituent une partie de la population qui avait contribué à éduquer la population, à surpasser les divergences sociales et ethniques pour construire ensemble une nation décomplexée et réconciliée avec elle-même. Le pouvoir de Bujumbura avait exactement le contraire. Vous voyez que on essaie de nous faire basculer dans les basses idées divisionnistes d'antan. On essaie même de cultiver ces idées-là dans les jeux, dans les écoles. J'ai été choqué de voir des enfants de moins de 15 ans en train de chanter. Les discours de la haine qui sont diffusés à longueur de journée par le parti politique au pouvoir. Donc, dans une situation pareille, dans un état où on veut endormir la population, essayer de diviser davantage le peuple, c'est très difficile que le même acteur de ces mots puisse tolérer une voix qui appelle à la concorde, à l'entente nationale et à l'union des Burundais. Vous savez que, pas plus tard que ce mois, il y a d'autres journalistes qui continuent toujours à fuir. Le rédacteur en chef de la CCIB-FM+, pour avoir osé décrier les crimes de Kamanyora, pour avoir appelé à ce que la justice soit faite envers ces réfugiés, ces enfants du pays. Il a été pourchassé. C'est un signe éloquent. Donc, tout ce qu'on disait, voilà, ces médias ont aidé patati patata dans des déstabilisations du pouvoir, tout ça. Vous voyez que le régime a une ligne. Il s'embourbe dedans. Certes, c'est une tunnel dont le bout est bouché, mais force est de constater que la liberté de la presse au Burundi n'est pas pour demain. Il va falloir que le peuple burundais prenne en main ses destinées et pense à son avenir et refuse de retourner en arrière, décide d'arrêter cette descente aux enfers. Et le peuple en est capable et nous espérons qu'il le fera, mais tant que Nkurunziza et sa petite bande qui tient en otage la population est encore aux manettes, tient encore les rênes du pays, il sera très difficile d'arrêter ces crimes contre les journalistes du moment que le journalisme prône la tolérance, prône la diversité des idées et le respect de l'opinion d'autrui. Donc, vous êtes aux antipodes d'un pouvoir
qui aimeraient que tout le monde chante une seule voix, chante la chanson entonnée par le parti au pouvoir. Ils veulent faire retourner l'État dans le système de parti unique. Et la divergence que vous prenez est exactement l'opposé de leur vision. Donc, le respect des droits des journalistes n'est pas pour demain au Burundi. Alors, il renaîtra peut-être avec l'État lui-même qui était très menacé. Voilà, Madame Anne, à l'époque de la destruction des médias indépendants burundais, vous étiez la responsable de la radio Isanganiro. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous est permis de rêver que les crimes commis contre les journalistes pourront, donc l'impunité qui tourne autour de ces crimes sera mise fin dans le pays de Pierre Nkurunziza? Moi, je pense oui. Parce que si aujourd'hui nous sommes en difficulté, ce ne sont pas les médias seulement, c'est tout le peuple burundais, ceux qui sont en exil, même ceux qui sont à l'intérieur parce qu'ils sont pris en otage. Moi, je me dis que le jour où le conflit sera résolu au Burundi, les médias seront aussi restaurés dans leurs droits. Je ne pense pas que la situation va rester comme ça. Mais ce que je regrette, c'est que les médias, qui avaient le rôle d'informer, qui tenaient le rôle de chien de garde pour montrer ce qui va, ce qui ne va pas, ce n'était pas dans le but d'aller en opposition contre le pouvoir, c'était dans le but de les aider à réparer des erreurs ou des fautes qui sont commises dans la communauté pour essayer d'aider l'État à construire la nation. Mais les médias sont devenus les ennemis du pouvoir. Regardez ce qui s'est passé avec les médias. Et aujourd'hui, heureusement, il y a la technologie qui a évolué. On peut travailler n'importe où. Ce n'est pas parce qu'on nous a détruits au Burundi qu'on est venu en exil et qu'on s'est tué. Aujourd'hui, on travaille, on continue d'informer, malgré qu'on a certains défis. Mais je pense qu'au Burundi, la solution des médias pourra être trouvée au même moment où on va trouver la solution de toute la crise qui est au Burundi. Alors, un dernier mot pour Alexandre Nyongeko, le président de l'UBJ. Le régime de Pierre Nkurunziza a instauré un climat de terreur dans tout le pays et n'hésite pas à menacer les journalistes. Alors, aujourd'hui, au Burundi, peut-on espérer comment faire pour aboutir à une justice qui pourra permettre la fin de cette impunité? Je pense que Maître l'a très bien dit. On ne peut pas se tolérer de dire qu'on peut trouver une justice aujourd'hui pour les journalistes uniquement. Je pense que le journalisme est un des piliers d'un état de droit. Il faut qu'il y ait restauration de cet état de droit. Et de ce fait, le journalisme, aujourd'hui mis à mort au Burundi, renaîtra de ses cendres. Là où ce qui fait très mal, malheureusement, c'est qu'il y a certains de nos confrères qui sont utilisés par ce pouvoir, dans la diffusion des discours de haine. Bon, je vais me garder de dire des noms ou de pointer du doigt qui que ce soit, mais je voudrais dire à ses collègues, gare à vous parce que l'histoire vous jugera. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, à l'heure de la technologie, on puisse se dire, voilà, je suis là, je vais faire un éditorial pour discréditer tel, pour insulter tel, et que ça va passer inaperçu. Je pense que ça va les poursuivre. Et là, à ce moment-là, qu'ils ne crieront pas, j'espère qu'ils ne crieront pas, « Ah, nous sommes des journalistes qui sont victimes de nos opinions ». Je pense que c'est le moment de se ressaisir. Parce que cette crise que nous traversons, je pense que c'est avoir ce qui est passé, ce qu'on a vécu dans le passé, on ne devrait pas retourner et tomber dans les mêmes erreurs. Et je pense que le rôle des journalistes et des médias dans le génocide au Rwanda avait été une expérience malheureuse qu'on ne devrait pas rééditer, et surtout pas dans notre région, et j'espère bien n'importe dans le monde entier. Et donc, ceux qui jouent aujourd'hui avec cela, avec ces discours de haine, qu'ils sachent très bien que demain ou après-demain, ils en répondront certainement devant les juridictions, que ce soit au Burundi ou que ce soit dans les autres instances judiciaires que le monde connaît.
Un bon entendeur, salut. Et c'est par ici que prend fin cette deuxième édition du Club de la Presse qui est organisée, qui est produite par la synergie de 3 médias, la radio publique africaine, la radio Inzamba et la télévision Renaissance. Je remercie mes 3 invités, Alexandre Nyongeko, Anne Niouhire et Maître Dieudonné Bachiraï Chizé. Vous pouvez retrouver cette émission sur la page YouTube de la télévision Renaissance, pour ceux qui préfèrent bien sûr la vidéo, ou bien en audio sur le site internet de la radio Inzamba, c'est le www.inzamba.org, et sur le site internet de la RPA, le www.rpa.bi. Je vous remercie, chers téléspectateurs et auditeurs. Je remercie également toute l'équipe technique qui nous a permis de pouvoir réaliser, produire cette émission. À la prochaine.